L'année suivante, aux Philippines, il y a eu le match de la revanche entre Mohamed Ali et Joe Frazier, et qui fut intitulé Tria in Manila, aux Philippines, avec l'autorisation, là également, de celui qui est nommé dictateur Ferdinand Marcos. Bien sûr, encore une fois, on nous vend l'idée que c'est Don King qui a organisé le match, alors que c'est la CIA. Et ici, donc nous sommes en 1975, il y a un élément qui est extrêmement intéressant, c'est que Mohamed Ali il va user de la petite marionnette en forme de gorille pour décrier, pour se moquer et exorciser ses démons de Joe Frazier. Donc ici, Joe Frazier, il incarne l'image du gorille, le petit trapu euh, d'un noir ébène qui ressemble à un gorille. En tout cas, c'est l'image que la CIA veut laisser dans l'esprit des suprémacistes blancs, alors que, en réalité, c'est une diversion, étant donné que la victime des coups que Ali porte à cette poupée, eh bien, ils sont destinés aux blancs. C'est-à-dire que là, on est en train de leur annoncer que l'élite financière invisible est en train de les dépouiller, de les spolier et de mettre à nu la classe moyenne afin de les appauvrir et d'enrichir les nantis. Et Ali va user de cette technique contre son ami qui se serait senti trahi, Joe Frazier, mais peut-être que lui également était de mèche. En tout cas, on pourrait penser que cette thèse est complètement farfelue et infondée. Eh bien, je vais en faire la démonstration du contraire à l'instant même. Puisque cette stratégie de gorille, eh bien, elle est utilisée depuis environ 6 ans. C'est 7 ans, 8 ans, c'est-à-dire depuis le fameux film sorti à l'écran, La planète des singes, qui est extrait d'un livre de Pierre Boulle, La planète du livre éponyme de Pierre Boulle. Et d'ailleurs, il y a un énorme signal sur ce fameux écrivain. Désolé pour le nostalgique. Et le réalisateur du film est le même qui aura rendu service ou qui aurait attribué des faits d'armes qui a offert ces faits d'armes à l'intelligence service, qui n'est autre que Franklin James Schaffner. Et le film date de 1968. L'héros principal est un fantôme notoire en la personne de Charlton Heston. Donc on l'a déjà vu rendre des services également à l'intelligence service à l'occasion des 55 jours de Pékin. De toute façon, lui-même, il vient de l'armée, donc énorme signal sur Charlton Heston. Il rendra d'autres services, notamment avec le soleil vert. Ici, c'est intéressant pour la couleur verte. En tout cas, c'est le premier film d'une longue série, puisqu'ensuite, il y en aura un autre en 70, un autre en 71, un autre en 72, un autre en 73. Il y en aura 5 en tout. Ensuite, en 1975, il y aura une série animée de la planète des singes. En 75, il y aura la série à la télévision. Donc tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et avec ce couple, ce duo, du blond et du brun, qui sont des crypto-juifs, non pas les sauveurs de l'humanité, mais les défenseurs de la vérité, que sont Ron Harper, qui vient de la Navy, énorme, bien sûr, signal, et James Naughton,
Donc la Syrie, elle date de 1974, l'année de Kinshasa, et un an avant Manila. Et nous allons revenir sur ce couple, ou pardon, sur duo de crypto-juifs, le blond et le brun, dans quelques instants. Et en 1976, comme par hasard, donc toujours à la même période, il y aura le remake de King Kong en pleine crise du pétrole. Et donc on annonce un dépouillement de la classe moyenne qui éventuellement se fera par les mains des démocrates, pardon, des républicains, je le montrerai, avec l'acteur, c'est le cas de le dire, Ronald Reagan en 1981. Et ce film qui est joué avec Jeff Bridges et la fameuse Jessica Lange, eh bien, il s'inscrit dans cette campagne d'ingénierie sociale. Donc il n'y a pas qu'un seul but, il y a plusieurs buts, mais notamment de tirer un portrait ridicule de l'homme blanc. Et on voit bien que cette fameuse petite poupée que Mohamed Ali portait entre ses mains, ce n'était pas le fruit du hasard, et elle n'était pas destinée à Geoffrasier, mais bel et bien à dénigrer l'homme blanc et à lui faire prendre acte qu'il est en train de se faire dépouiller, afin qu'il prenne acte qu'il est en train de se faire dépouiller. Et ensuite, eh bien, en sachant qu'en la même année, en 1976, il y aura John Walsh, un film de José Walsh, un film de Clint Eastwood. J'avais dit qu'ici, il y avait une allusion à la Pairie, Walsh, Wallace, José, Josué. D'ailleurs, dans ce film, Clint Eastwood, il crache sa chic sur ses victimes blanches. Donc, il montre tout son mépris pour les goy. Et d'ailleurs, Tarantino, il fera la même chose dans Kill Bill, lorsqu'il il fera jeter sur le visage la boîte de conserve de Chic, de Buck ou de Bud, sur le visage de Ella Drive, mais aussi de Béatrix Kiddo, donc de blonde, même si éventuellement ce sont des crypto-juifs, mais à l'écran, en apparence, on a affaire à deux blondes. Et on voit tout le mépris pour les blancs. D'ailleurs, tout le film de José Walsh, il fait des allusions, ou on va dire la filmographie de Clint Eastwood fait allusion on va dire à des références bibliques, mais après c'est normal. Mais ici c'est plus à des fins propagandistes que de simples tournures artistiques, et notamment l'un des personnages s'appelle Samuel, donc ici on a Josué, Samuel, dans Impitoyable, encore une fois la vengeance contre Édom, l'un des personnages où l'héroïne secondaire, la prostituée, elle s'appelle Delilah, donc allusion à Samson, et ainsi de suite. Je reviendrai à une autre occasion sur le grand propagandiste Clint Eastwood. Et ensuite, il y a eu en 1968, d'ailleurs toujours avec le propagandiste Clint Eastwood, Doux, dur et dingue, dans lequel un bagarreur qui se bat à main nue, comme par hasard, eh bien, il est aux côtés d'un orang-outan qui s'appelle Clyde. Là, on revient sur Clyde. Est-ce que ça fait allusion à Clyde Barrow pour dire qu'il ne fait pas partie de la période anglaise? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Benny Parker fait partie de la période anglaise. Ensuite, l'année suivante, en 1980, c'est-à-dire pendant l'année de préparation, l'année électorale
de Ronald Reagan, il fait la suite, ça va cogner. Donc ensuite, en 89, avant l'élection de Bush, on a euh, euh, Gorille dans la brume. En 99, il était prévu une nouvelle planète des singes, un remake de la planète des singes par Tim Burton, mais il a été retardé. Et ensuite, il me semble, il a été fait en 2001-2002, donc après les élections de Bush. Mais ils ont eu le temps de se récupérer avec Mon ami Joe en 98. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont décalé la planète des singes. Mon ami Joe, donc il y a une histoire de gorille. Est-ce qu'il s'agit de Joe Frazier ici? Est-ce qu'il fait allusion à Joe Frazier? En réalité, pas forcément. Donc c'est avec le fantôme Charlize Theron, ou Theron, puisque c'est un remake d'un certain Monsieur Joe de 1949, donc ça fait pas forcément allusion à Joe Frazier. Ça peut éventuellement faire allusion à Joe DiMaggio, le joueur de baseball qui s'est marié avec Marilyn Monroe, mais je ne sais pas en réalité à qui ça fait allusion. En tout cas, ici, nous sommes en pleine, si on ne compte pas le dernier, ou si on ne compte pas les deux derniers, nous sommes dans une série d'images subliminales du singe et de gorille. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans la propagande antichrétienne, la théorie de Darwin, elle n'a pas d'autre fonction que de se moquer des hommes et de les faire passer pour un singe qui descend de l'arbre. Et pour dire que l'homme descend du singe. Et c'est une façon moqueuse de tirer un portrait ridicule du blanc. Et d'ailleurs, le fait est que beaucoup de blancs ont mordu à l'hameçon et sont convaincus de cette théorie fumeuse. Donc voici pour le clin d'œil. Et maintenant, j'aimerais m'arrêter à la symbolique du, euh, du remake de King Kong de 1976, donc de John Guillermin. Ici, il ne s'agit plus de l'Empire State Building. Bien sûr qu'il y a une allusion au phallus, donc les désirs et tout ce qui tourne autour de ces notions. Je ne vais pas développer ce point. Donc pour dire qu'on use de la cupidité de l'homme blanc et on crée chez lui des besoins afin de le dépouiller et de pérenniser son pouvoir et son hégémonie en profitant encore une fois de sa cupidité et de son penchant pour les plaisirs bas et terre à terre de ce monde. Eh bien, ici, avec le remake, il ne s'agit plus de l'Empire State Building, n'en déplaise à ses propriétaires ou à leurs héritiers. Il s'agit cette fois-ci des Two Towers, celles qui seront baptisées en 2002, le nom vient de moi, les deux tours infernales. Eh bien, le World Trade Center sera le lieu de prédilection du nouveau King Kong. Ici, on n'est plus dans, dans un pouvoir, on va dire, monolithique, avec, avec cet empire state building, mais nous sommes ici dans un pouvoir bipolaire qui correspond au nouvel ordre mondial, avec d'un côté la force solaire que représente l'homme blanc, et qui a pour avatar l'homosexualité virile, et d'autre côté, je vais développer ce point à l'avenir, mais là je ne fais qu'un rappel, enfin je ne fais que citer la chose. Et d'autre côté, la force lunaire que représente l'élite financière et son avatar qu'est l'homosexualité féminine ou efféminée, les deux, féminine et féminé. Et ici, nous sommes en pleine... nous voguons à l'intérieur du nouvel ordre mondial
puisque après deux guerres successives, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, donc le premier King Kong c'est l'entre-deux-guerres, donc à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien la mainmise sur l'Occident il est totale et en témoigne cette polarité qui euh, forme la synthèse qui est faite par le serpent dans la symbolique du Baphomet, aussi par l'arbre de vie, qui est cher à la Kabbale. Et bien cette synthèse, c'est le nouvel ordre mondial. Et il est intéressant qu'on va user aussi de cette polarité pour les personnages de science-fiction. Donc on l'a vu avec le feuilleton, et ce duo du blond et du brun juif, mais il en sera également le cas dans la série télévisée Starsky Hutch, le blond et le brun crypto-juif. Donc pour celui qui jouera Houdini, Michael Glaser, ça semble évident. Et Houdini était un agent, je vous reparlerai de lui plus tard. C'est peut-être un peu moins pour David Soul. Et il y aura un autre duo, le blond et brun juif défendeurs de la vérité, que sont Robert Redford et Dustin Hoffman. Robert Redford est un membre de la pairie anglaise. Il faut remonter sa lignée au Donao, ou de Delano. J'ai souvent tendance à me tromper dans les noms propres. Et Delano, ils sont liés au Roosevelt. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est sa page Wikipédia qui en parle, donc ce n'est pas une thèse complotiste. C'est-à-dire qu'il est lié à la famille Roosevelt. Il y a aussi un lien avec Brad Pitt, puisque lui-même formait un duo avec Paul Newman, et ce duo a été remplacé par le duo DiCaprio et Brad Pitt. Brad Pitt lui remonte à la pairie anglaise, au même titre que Robert Redford. Et DiCaprio, lui, remonte à la pairie russe, bien sûr on cherche à nous mener en bateau dans sa biographie, tout comme Jack Nicholson. Et on va dire, peut-être pas vraiment en Russie, mais pas loin, tout comme Paul Newman. Voici pour l'anecdote. En tout cas, il est le troisième duo du blond et du brun juif au service de la vérité. En fait, il faut comprendre au service de la CIA. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Dustin Hoffman, qui lui est un juif affiché, assumé, il avait tourné un film en 1970, Little Big Man, de Arthur Penn, donc le fameux Little Big Man, qui nous avait tous impressionnés à l'époque, en tout cas qui a laissé des traces indélébiles dans nos esprits. Eh bien, ce film, il fait état d'un canular, qui est le canular de la bataille de Little Big Horn, dans lequel l'armée sous le commandement du général Custer aurait été décimée jusqu'au dernier, alors que c'était un gros canular. Et en réalité, dans les faits, le général Custer était un agent sous les ordres d'un autre agent en la personne de Abraham Lincoln, dont parle Tarantino, mais je vois pas trop le message à Tarantino dans son film Les Huit Salopards, je ne vois pas trop son message. Peut-être qu'il veut mettre en avant l'homosexualité de Abraham Lincoln lorsqu'il dit ma petite bourgeoise, pour dire qu'il était pris d'amour pour sa femme. Je ne sais pas si c'est réellement son message. En tout cas, Abraham Lincoln était un agent au service, bien sûr, de l'élite financière. Et Custer était sous les ordres d'Abraham Lincoln.
Et ils ont monté ce canular en vue de persécuter les Indiens qui se trouvaient sur une réserve qui cachait des, euh, des mines d'or et des mines d'argent. Et curieusement, mais en fait c'est curieux sans lettres, puisque l'élite financière a la main mise sur la propagande de tous les pays, donc c'est comme ça qu'on prend la chose, il ne faut pas envisager la géopolitique en termes d'État, nation, mais en termes de pouvoir supranational qui a la mainmise et le contrôle des différents gouvernements en place, et ça nous épargnera des analyses crédules du monde actuel. Eh bien, en 1976, il y a eu un film, ou en 1976, qui est sorti en Italie, qui s'appelle Un génie de s'associer à une cloche, avec Terence Hill, Miu Miu et le- l'acteur canadien, et qui met en avant cette arnaque, mais de façon subliminale. On devine à peu près que c'est Custer, on devine aussi que, enfin on devine, on a des éléments qui nous disent que il y a des cow-boys qui se font passer par des Indiens afin de légitimer le massacre des Indiens. Et, et aussi, on nous est dit que dans la région, il y a effectivement des clairières ou des mines d'or que le gouvernement américain cherche à extraire. Et donc de justifier euh, l'accaparement ou la mainmise sur la région qui était attribuée aux Indiens et destinée aux Indiens sous le nom de réserve indienne. Voilà pour le canular qui a été mis en scène de façon magistrale par Dustin Hoffman. Lui, pour sa part, Robert Redford, il n'en est pas un canular près. Il a joué le Billy the Kid. Bon, on pourrait penser que c'est une histoire simplement romancée, mais il a aussi fait l'arnaque qui met, avec Paul Newman, qui met en scène une grosse arnaque. Donc c'est exactement le cas pour Les Hommes du Président, qui est une arnaque et un canular. Dont ont contribué ces agents et ces fantômes. Voilà, pour la face cachée, pour les coulisses de l'histoire. Mais ça, on est bien loin de ce qu'on nous a présenté et de ce qu'on nous a fait boire pendant des années. Donc notre démonstration arrive à sa fin. Si j'ai oublié des points en route, je le ferai savoir plus tard. Mais si j'aimerais évoquer deux points. L'un, c'est faire un rappel rapide des événements euh, qui ont leur importance à la fin des années 60, avec le canular de Sharon Tate, qui a visé à canaliser et à contrôler la contestation qui était incarnée par le mouvement hippie. On l'a calmé de plusieurs façons, notamment avec la contre-culture. C'est un point que j'aimerais bien développer à l'avenir, montrer la face noire de ces événements. La contre-culture, la drogue, le LSD, donc qui est lié au programme MK Ultra. Il y a eu aussi un autre événement à Chicago. Il y a eu un canular qui a été mis en place par 7 agitateurs, donc dont 2 juifs assumés. Donc on présume que les autres le sont également, au minimum sont des crypto-juifs, au service bien sûr de l'intelligence service. Et ce film a été récemment mis en scène. Et que fait-il? Il reprend la thèse complotiste pour mieux la déformer. Donc c'est l'un, c'est l'une des motivations d'Hollywood, ou c'est l'une des initiatives d'Hollywood qui consiste à déconstruire la dissidence
avec l'outil qu'elle a en main, qu'est la propagande. Et c'est ce qu'elle fait avec ce film avec brio. Donc elle déconstruit la dissidence, alors que ce procès, c'était une... alors, le tribunal était une mise en scène du début à la fin. Donc le film, il retranscrit cette mise en scène avec brio. Et d'ailleurs, le titre de film n'est autre que Les 7 de Chicago. Donc ici, il fait allusion aux 7 agitateurs au service de la CIA. Donc ils se font passer pour des idéalistes, mais ils n'étaient que des agitateurs, notamment qui ont infiltré les mouvements hippies et qui ont inoculé les drogues sous forme de LSD qui avaient été testées dans des laboratoires secrets de la CIA, et notamment dans le cadre des programmes MKUltra. Et donc, eh bien, le titre, Les 7 de Chicago, ils font référence à un film de 1964. Donc c'est incroyable comment ces sorciers arrivent à jouer avec les événements. Et le titre de ce film s'appelle, sans blague, Les 7 voleurs de Chicago, et qui est une comédie musicale qui met en scène notamment Peter Pan. Voici pour le rappel des événements. Donc ensuite, il y a eu la destitution forcée ou la démission forcée de Nixon, l'affaire avec l'affaire du Watergate. Et entre-temps, en 1972, il y a eu un événement qui est un événement fondateur, non seulement pour la propagande hollywoodienne, donc comprendre à l'aune de cet événement nombreux messages subliminaux dans la propagande d'Hollywood, mais aussi ils ont mis en place les programmes qui sont en cours jusqu'aujourd'hui. Et il s'agit de la part du cofondateur avec Rockefeller du Club de Rome. Donc le Club de Rome est mis en vedette de façon subliminale dans le film du fantôme Bruce Lee, l'affaire du dragon, qui se passe à Rome en 1972. Et cette même année, il y a eu, il me semble à Stockholm, mais j'ai plus en tête, le congrès ou le colloque de la défense de l'environnement et sur le réchauffement climatique. Et ils ont mis en place et le problème de surpopulation ont été évoqués. Eh bien, nous avons les traces actuellement de tous les éléments qui ont été discutés, notamment par ce cofondateur du Club de Rome, qui n'est autre que Alexander King, encore un King, un magnat du pétrole australien, et il suggérait, un peu à la manière du film Papillon, donc qui se jouera un an plus tard, et bien sûr en droite ligne avec les résultats des méthodes d'ingénierie sociale qui ont été testées à l'aune des programmes MKUltra, que sont les coupures d'électricité. Ce problème a été évoqué à l'époque. Donc il a été évoqué les coupures d'électricité, et il a été mis, toujours par ce Alexander King, il a été mis en avant l'idée que l'homme blanc, ou en vérité c'est l'homme occidental ou l'homme tout court, mais ceux qui sont aux commandes du monde actuellement, et les plus grands consommateurs, ce sont les blancs. Et donc l'homme blanc représentait l'ennemi de l'humanité. Eh bien, ces programmes de 1972, ils ont été appliqués dans Godzilla, la première image de Godzilla, avec l'annonce du logo Warner. On voit tout de suite un dérèglement, comme s'il y avait une panne de courant. Et bien sûr, on est dans la continuité également des privations de lumière qu'a subi Steve McQueen, sans rire, dans Papillon. Donc tout l'effet psychologique
qui amène à la malléabilité de l'esprit après avoir subi un choc ou un traumatisme extrême, qu'est notamment la privation de lumière. C'est ce qu'on fait dans la prison, c'est ce qu'on fait à Guantanamo. Donc on alterne les contraires, l'excès de lumière et la privation de lumière. Et donc, il a suggéré des pannes de courant dans les grands monopoles du monde, notamment à San Francisco aux États-Unis. Et pour ce qui est, donc ici dans Godzilla, il y a des pannes de courant. Bien sûr, Godzilla, il est le symbole de la Chine. Il symbolise la Chine. C'était on va dire, l'hantise du Japon était Godzilla. Et la Chine, mais le fait est que la Chine, elle est entre les mains de l'élite financière, contrairement aux, aux, aux élucubrations, aux illusions de la dissidence, qui vantent les vertus de la Chine en pensant qu'elle est un sérieux candidat au monde multipolaire. Donc, avec ce discours, ils servent la cause de l'élite financière, et en cela, parmi eux, on peut dire qu'il y a des agents, et en tout cas, dans tous les cas, ils forment, que ce soit des agents ou des dupes, ils forment l'opposition contrôlée. Et donc, ce fameux Godzilla dans le premier épisode, dans le cadre d'un projet monarque, donc monarque ici, on revient au roi, au king, c'est de manipulation des sociétés, donc c'est toujours en droite ligne avec les directives de Alexander King. Et bien sûr, dans l'épisode suivant, c'est l'épisode qui a trait à Kong, et comme on est en plein programme monarque, il n'y a plus besoin de préciser le King, puisque ici la force invisible c'est le monarque, ce n'est plus le King, comme expliqué tout à l'heure. Et ensuite l'épisode suivant, qu'on va voir bientôt, eh bien, il va mettre en scène ce qu'on appelle en termes d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle en termes ou en matière d'ingénierie sociale, de la programmation prédictive. Michael Hoffman définit la programmation des prédictifs comme suit. La programmation prédictive se fonde sur la propagation de l'illusion d'une vision systématiquement infaillible du monde futur. Et ici, on oppose le monde imaginaire au monde réel. Donc, le monde imaginaire devient le miroir du monde réel, et c'est une façon de mind control, de contrôle sur les esprits des individus. Et donc, ici, nous allons, avec le troisième opus de Godzilla, nous aurons droit à cette programmation prédictive. Donc, les observateurs devront le suivre de près. Et ici, donc, il y aura la confrontation entre l'Occident incarné par Kong et la Chine qui est incarnée par Godzilla, en sachant que le programme monarque, le King, il supervise le tout. Donc il n'est pas aux côtés de Kong contre la Chine, non, il supervise le tout simplement, puisque son royaume, les racines de son royaume se trouvent en Angleterre, au sein de la Pyrénées anglaise. Bien sûr que l'ambition est de donner l'ascendant à Kong, et il est fort possible que ce soit le dénouement du film. Et ensuite, cette franchise va s'arrêter. Donc il y a une franchise avec le Japon et la Chine, bon, mais surtout tous aux mains de l'élite financière. Et il y aura peut-être une suite où Kong sera confronté à l'humanité. Donc l'ennemi de Kong sera l'humanité. C'est exactement les termes qui ont été employés par Alexander King en 1972 et qui s'est projeté dans le futur afin d'assurer un contrôle plus grand sur les masses et les populations et les gouvernements. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement avec l'une des facettes de ce programme, et qui est la mise en place de Corona, qui veut dire couronne, et qui est une avancée du programme Monarque qui veut dire couronne aussi, et une extension, je pense, à une échelle plus grande des programmes MK Ultra, M Monarque, King, et K
donc c'est King. À chaque fois, nous sommes toujours confrontés à la main, au pouvoir invisible. Et d'ailleurs, dans certains films, on parle de il. On dit qui il. C'est le cas dans le dernier film de Christopher Nolan. On ne sait pas à qui on a affaire, mais en fait, maintenant, on comprend qu'on a affaire à l'élite financière. Et aussi, dans son Interstellar, on ne sait pas à qui on a affaire. Eh bien, on comprend désormais qu'on a affaire à l'élite financière. Alors, l'autre point que je voulais évoquer, c'est la sortie récemment d'un film ayant pour titre Une nuit à Miami, qui a été réalisé par Regina King, une afro-américaine, donc de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie afro-américaine, qui est née au début des années 70, et qui a pour sort Reina King, une actrice, donc ils sont en affaire à deux fantômes. Et il est intéressant que Regina signifie reine, tout comme Reina qui signifie reine, donc ils sont peut-être certainement liés à la pairie anglaise. Et d'ailleurs, Erika Elenia a tourné un film qui fait allusion à sa mère Sharon Tate, qui s'appelle La Reine des Vampires, alors qu'elle-même dans son nom Erika, il y a le terme roi, donc on peut supposer que Erika fait partie d'une grande lignée, et c'est pour la raison pour laquelle toute l'attention lui a été donnée de la part de l'intelligence service, et c'est la raison pour laquelle toute l'attention a été donnée à sa mère, qui au gré d'un canular est rentrée dans la clandestinité, et on pourrait penser fortement, juste avec cette information, que c'est le cas également de Bruce Lee, mais bien sûr on n'a aucune preuve matérielle, même si on a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, Bruce Lee est un initié, car comme j'expliquais, c'est que dans Rosemary Baby, à la fin du film, il y a la présence d'un Chinois. Qui voit donc Rosemary, qui est étonné. Il dit, est-ce que c'est elle? On parle de Rosemary. Donc c'est comme si Bruce Lee, de façon subliminale, il interpelle Sharon Tate. Est-ce que c'est Sharon Tate? Ensuite, il mime qu'il va prendre des photos du bébé, alors que dans le film, il y a plusieurs photos de lui de façon floutée. Il y a des photos de Bruce Lee qui parsèment le film, donc qui sont des messages subliminaux qui renvoient à Bruce Lee. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, eh bien sûr, c'est un film antichrétien. Ils vont, les participants, ils vont, au cours de cette cérémonie, glorifier Satan. Donc ils vont scander gloire à Satan. Il est intéressant que dans un premier temps, le Chinois en question, il hésite, ou il donne l'impression d'hésiter, et ensuite, encore, il va scander gloire à Satan. C'est la preuve, on tient ici la preuve formelle, n'en déplaise aux personnes cartésiennes, que Bruce Lee est un initié. Et j'ai un autre élément aussi qui ferait plaisir aux cartésiens. C'est au sujet, j'en ai parlé pas plus tard que tout à l'heure à un intervenant sur Twitter, c'est que au sujet de Dan Inosanto. Donc on avait trouvé que l'un des élèves de Bruce Lee était un agent de la CIA. Il est fort à supposer que Dan Inosanto également, puisque dans le jeu de la mort, il s'appelle Pasquale, et on a vu que Paslacqua Army Base est une base de la CIA en Italie, où opérait Paul Tate, le lieutenant-colonel Paul Tate de l'US Navy, qui est le père de Sharon Tate. Donc on suppose que Dan Inosanto est un agent, tout comme James Imley, qui semble également être un agent, qui est un projet Bruce Lee, et tout comme on me l'a signalé tout à l'heure, et je pense que sans l'avoir vérifié,
mais j'ai lu un petit peu sur sa biographie, tout comme Taki Kimura, qui était également un élève de Bruce Lee. Donc, pour Don Innocento, il y a des, euh, il y a des signaux sur lui. Taki Kimura, je le connais moins, mais il y a quand même des signaux. Bon, bien sûr, les plus grands signaux, on l'a dit tout à l'heure, ils sont sur euh, l'autre l'autre élève de Bruce Lee, Richard Bustillo. Donc voilà pour les messages subliminaux qui, à travers un certain nombre de symboles, nous aident à déchiffrer des coulisses, alors qu'il est possible que l'actualité, c'est-à-dire l'information proposée par les médias, elles indiquent moins de vraies informations que celles que l'on décrypte à travers les messages cachés. Donc il est possible que euh, il y ait plus de garanties à décrypter des messages, quand bien même il faut déjà bien sûr décrypter le bon message ou faire le bon décryptage. Il y a peut-être plus d'informations à décrypter un message subliminal, même si d'un point de vue factuel, cela ne constitue en rien une preuve, que de se fier aux informations officielles proposées notamment par l'AFP. Alors, j'aimerais revenir sur le film de cette fameuse King, Une nuit à Miami. Donc, il raconte la nuit qu'ont passé quatre stars américaines, états-uniennes, que sont Sam Cooke, Jim Brown, Malcolm X et Mohamed Ali, à la suite de la victoire de Mohamed Ali, et à la suite de quoi Mohamed Ali annoncera sa conversion à l'islam. Donc, sans remettre bien sûr en doute la conversion de Mohamed Ali à l'islam, il est possible que cette conversion, si elle est sincère, elle a été utilisée à des fins propagandistes antichrétiennes. Et nous avons affaire ici à ce que j'appelle les 4 fantastiques, les 4 diades de l'Apocalypse. D'ailleurs, peut-être que le chiffre 4 a été choisi volontairement, parce que nous avons affaire ici à 4 fantômes. Sam Cooke, il a contribué fortement à la contre-culture. Jim Brown, il est devenu acteur, donc ici, gros signal. Malcolm X, donc il est lié à la Péri. Après, il faudrait prouver son implication. Et Mohamed Ali, j'en ai fait une longue démonstration. Et ce qui est intéressant, bon, pour Brown, Jim Brown, ce serait très intéressant de décrypter son nom, Brown. Je ferai l'occasion, parce qu'aujourd'hui, ça commence à faire un flot d'informations trop important. Et, euh, et voilà, donc je m'arrêterai sur ce point pour dire que la propagande, elle n'a pas fini de nous étonner. Il va falloir sérieusement penser à conclure. Donc tout cela pour dire qu'à partir d'une simple affiche promotionnelle où fut noté le slogan Un roi sans couronne, eh bien voyez où ont mené les recherches autour de ce thème. Et pour revenir à King Kong et Shooter Island ou Skull Island, eh bien ce film me donne raison, encore une fois, puisque l'une des scènes montre un homme qui s'est fait enlever par des oiseaux géants et ils le tiennent à plusieurs et à un moment l'un de ses membres se coupe soit par le bec de l'oiseau ou soit parce qu'ils l'ont écartelé, mais c'est plus parce que je pense l'oiseau l'a ou peut-être les deux à la fois. En tout cas, il reste de lui ensuite 3 parties. Donc on les voit clairement
sous le soleil, c'est-à-dire qu'il a le soleil comme toile de fond. Et bien sûr, ici, ils ont dessiné l'emblème de l'île de Man. Donc ce simple passage insignifiant, il donne raison à ma thèse de départ. Ensuite, si l'on s'en tient aux nouvelles sur le prochain film Godzilla contre Kong, eh bien, il est fort à parier, ou il est fort à payer. En tout cas, c'est ce qui est promis dans le synopsis, c'est que c'est Godzilla qui va entamer les hostilités, donc on va nous refaire un nouveau Pearl Harbor. Et la problématique est de savoir quelle sera la place de la Russie dans cette équation, puisque nous sommes face à la problématique suivante, c'est que nous assistons au déclin de l'Empire américain qui a été accompagné par Biden, puisque dans le film, Kong est âgé, il est vieux, donc ça veut dire que nous sommes dans les derniers balbutiements de l'Empire, même s'il ne va pas s'éteindre entièrement, il va devenir, comme le prédit Jacques Attali, une puissance parmi tant d'autres, mais le fait est que le film prévoit un Kong âgé, donc cela signifie dans les faits que Biden devait forcément passer, puisque Trump avait pour objet de redresser l'Empire américain, alors que Biden, lui, va accompagner le déclin. Ça, c'est un premier élément qui nous aide à comprendre l'actualité à travers la science-fiction. Ça peut paraître farfelu, mais c'est ce que fait la propagande. Ensuite, celui donc qui va commencer les hostilités, c'est la Chine. Donc ils vont nous faire un nouvel Pearl Harbor. Et comme je disais, la problématique est de savoir quelle sera la place de la Russie, puisque un empire en déclin qui va ensuite euh, revenir au niveau des deux autres empires qui, eux, ils prennent de l'ampleur, tels que la Chine et la Russie. Donc, tactiquement, l'élite financière n'a pas intérêt à ce que la Russie ou la Chine soient menaçants, ou qu'ils perdent le contrôle de la Russie et de la Chine. Donc le seul moyen, c'est de rééquilibrer les données en faveur des États-Unis et de l'Angleterre, ou de l'Angleterre avant tout, mais ne pas laisser s'écrouler les États-Unis sans prévoir derrière une chute par rapport à la Chine et à la Russie. Et là, il me semble que la prochaine victime du baiser de Judas, ce sera la Chine. Ici, il y a un petit peu le symptôme qui était observé à l'époque d'Hitler, c'est-à-dire que on, on fait miroiter à une prochaine victime sacrificielle qu'elle a les capacités matérielles et économiques afin de mener une guerre à des fins hégémoniques et impérialistes. Et ensuite, on la fait tomber dans un piège, exactement comme il est arrivé à Hitler, pour mieux la subjuguer. Et le problème, c'est quel rôle va jouer la Russie dans cette confrontation? Eh bien, je pense que pour annihiler les deux puissances que sont la Russie et la Chine, afin qu'ils ne posent pas un problème au déclin américain, c'est de monter l'un contre l'autre. Alors, il faudrait attendre pour les observateurs que le film sorte, malheureusement pour en savoir plus sur la place de la Russie. Mais voici les problématiques qui s'opposent à l'Empire. Donc, une chose est sûre, c'est que leur prochaine victime sera la Chine. Mais qu'en est-il de la Russie? Il faut obligatoirement qu'il y ait des dommages collatéraux avec la Russie. Et je pense que le but, c'est d'affaiblir les deux en les confrontant l'un et l'autre à travers je trouve pas le mot, conflagration, je sais pas comment on dit,
une, une, euh, un conflit total entre les deux nations. Et comme c'est Kong qui a affaire à Godzilla, on suppose que c'est les États-Unis qui vont entrer en guerre. Mais quelle est la place de la Russie déjà par rapport à King Kong? Est-ce qu'il est plus King Kong? Est-ce qu'il est plus Kong que Godzilla? Apparemment, il est plus Kong que Godzilla, donc il est dans le camp des vainqueurs. Mais lui, quel rôle va-t-il jouer dans la guerre? Je pense que ce serait de monter l'un contre l'autre, la Chine contre la Russie. Et qu'ensuite, comme pour la Première, Seconde Guerre mondiale, là, les États-Unis viennent en sauveur. Puisque de toute façon, l'un des buts de la Première Guerre mondiale, c'était d'affaiblir la Russie. L'un des buts de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, après avoir décimé l'Allemagne, était d'affaiblir la Russie. Donc on est toujours dans cette optique d'affaiblir la Russie, même si bien sûr elle le contrôle monétairement, hein, pas militairement. Et donc l'enjeu est de taille, et le problème c'est que les dissidents, ils s'extasient derrière la Russie et la Chine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tend des pièges, et qui à chaque fois sont les mêmes, eh bien il y a toujours des dindons de la farce pour tomber dedans, la tête en avant. Et ici, il y a des supporters de la Chine et de la Russie, en pensant que de façon unilatérale, ils vont tenir tête aux États-Unis parce que leur puissance guerrière leur permettra. Mais le problème, c'est que la guerre ne dépend pas uniquement de, de la dimension militaire. Il y a plein d'autres facteurs que connaissent les banquiers et ils savent faire comment. Et ils ont les moyens logistiques pour mettre en péril une armée. Ils savent le faire, ils l'ont fait avec Napoléon, ils l'ont fait avec Hitler, ils vont le faire demain avec la Chine et la Russie. Donc il ne faut pas s'extasier naïvement devant la Russie et la Chine. Voilà ce que nous enseigne Godzilla contre Kong. Ensuite, en général, on remet en avant le mythe de King Kong, c'est pour annoncer des guerres. Bien sûr, ce ne sera pas dans les médias, peut-être plutôt dans les années, à la fin des années 30, bien sûr 2030 et pas 1930, la fin des années 30, début des années 40, plutôt vers la fin des années 30, comme l'annonce Jacques Attali. Et on nous a mis d'autres signes précurseurs de la guerre, qui est la visite de Mars. Et symboliquement, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc là aussi, c'est un mauvais signe. Bien sûr, je ne suis pas alarmiste, mais euh, je- ici, on décrypte plutôt les symboles qui sont posés sur notre chemin. Et à ce propos, j'aimerais vous partager un commentaire que j'ai lu dans un site extrêmement intéressant au sujet d'Elon Musk, donc l'homme de paille Elon Musk. Il est l'homme qui est appelé à gouverner la planète Mars, ainsi que l'avait prédit Werner von Braun, le nazi visionnaire, concepteur des V2, donc un transfuge américain, et des fusées Saturne, devenu collaborateur de Walt Disney par la magie de l'opération Paperclip. Donc c'est l'opération de, de transfuge et d'exfiltration des têtes pensantes nazies, dans son livre prophétique Projet Mars. Donc, il dit, je cite, le gouvernement martien était dirigé par 10 hommes, leur chef étant élu pour 5 ans par suffrage universel et recevant le titre d'Élon. 2 chambres parlementaires votaient les lois qui devaient être appliquées par l'Élon et son gouvernement. Donc, le livre, c'est Werner von Braun, Projet Mars, page 177. Ce passage est particulièrement éloquent.